cette autre conférence dans le cadre de la semaine de la souveraineté. Le MÉSOUM vous remercie d'être encore présent en si grand nombre. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Donc, comme M. Hossan aime bien interagir avec la salle, je vais être très rapide sur sa présentation pour lui laisser le plus de temps possible. Donc, M. Hossan étudie en Business Economic à Aspen Business School, un bac en administration des affaires et études en actuariat. Et il a une maîtrise également en sciences économiques à l'UDM. J'ai entendu dire que sa prétention était qu'il n'y a pas d'argument fédéraliste qui ne peut démonter. Donc, je vous amène à tester ça avec rigueur. Là, on est tous des universitaires, donc j'espère que les questions vont faire état de ce fait. Et sans plus attendre, je invite monsieur le député de Nicolet-Yamaska, chef d'option nationale, monsieur Jean-Martin Hossan. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous allez devoir composer avec une petite voix enrhumée. J'ai deux jumeaux qui nous rapportent un virus de plus à chaque jour de garderie. Jumeaux jumelles, en fait. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur ce campus-ci. Comme vous disiez, j'ai fait ma maîtrise en économie ici avant de m'expatrier un peu en Espagne pour continuer mes études. Et c'est justement, le plan économique, c'est justement, à mon sens, le terrain de bataille qu'il faut le plus occuper à l'approche du troisième rendez-vous pour la souveraineté après 80-95. C'est sur l'économie, je pense, qu'il va falloir mettre plus d'attention qu'on en a mis dans le passé. Parce que c'est pas à dire que le plan culturel et linguistique n'est pas important dans la cause souverainiste. Au contraire, je pense que c'est l'essence même du mouvement souverainiste de dire qu'on est ce qu'on est, ou on veut être ce qu'on pourrait être plutôt. Mais sur ce plan-là, le débat est pour moi un peu plus avancé et un peu plus réglé. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce serait difficile pour un citoyen de la Saskatchewan de convaincre un Québécois qu'il va mieux protéger la culture québécoise qu'un Québécois ne pourrait le faire lui-même. Par contre, quand un fédéraliste lance des arguments économiques à saveur d'épouvante sur la population du Québec, les gens ne sont pas tous équipés et n'ont pas tous le temps de prendre un bouquin ou d'aller voir dans la littérature pour démonter cet argument-là. Et c'est pour ça que je vous dis, à mon sens, qu'il va falloir beaucoup travailler sur le plan économique pour aller chercher les pragmatiques qui se demandent est-ce que le Québec a les moyens d'être un pays et qu'est-ce qu'on va gagner en faisant ça. Pardon. Et dans le mouvement souverainiste récemment, il y a eu pas mal de vagues, je dirais. Chose certaine, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais tant parlé de souveraineté depuis plusieurs années. Donc ça, c'est clairement un aspect positif de ce qui se passe en ce moment. Il y a peut-être des crises qui ne sont pas positives en soi et qu'il faut régler au plus vite. Mais je pense que dans l'ensemble, quand on parle de souveraineté, il y a des arguments qui viennent de part et d'autre. Et comme, à mon sens, les arguments en faveur de la souveraineté sont tellement plus clairs et tellement plus évidents que les arguments contre la souveraineté, ben c'est bon qu'on en parle, même si ça se fait en parallèle à une crise qui est malheureuse. Et on reviendra un peu plus tard sur ce que je perçois, moi, comme étant l'avenir du mouvement souverainiste et comment on va pouvoir se remettre sur les rails. Vous avez vu la lettre de M. Landry, j'imagine, ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de voir ça dans les journaux ou sur Internet. C'est un peu un cri dans le même sens. Et on disait un peu plus tôt, juste avant que je commence, qu'à mon sens, il n'y a aucun argument fédéraliste qui n'est pas démontable. En fait, il y en a un argument fédéraliste que je respecte, moi. C'est les gens qui disent qu'ils se sentent profondément canadiens avant de se sentir québécois. Ils ont tout à fait le droit de se sentir canadiens et de ne pas vouloir qu'on soit autre chose qu'une province du Canada. C'est un argument que je respecte, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Mais moi, les arguments que je veux démonter et que je considère farfelus pour la plupart, c'est les arguments qui disent qu'économiquement parlant, on ne pourrait pas s'en sortir, qu'il nous manquerait quelque chose pour être un pays souverain, etc. C'est ces arguments-là qui sont fondés sur du mensonge et sur des manipulations de la réalité, en fait. Et c'est ça qu'il faut combattre. Parce que l'argument sentimental qu'on se sent canadien, c'est pas un argument que moi, je vais mettre beaucoup de temps à combattre. Mais heureusement, pour les souverainistes entre nous, il y a peut-être des fédéralistes ici, mais heureusement pour les souverainistes, la portion des gens du camp fédéraliste qui le sont par profonde conviction sentimentale envers le Canada est assez mince. C'est souvent des arguments pragmatiques, économiques qui font qu'ils veulent que le Québec demeure une province, et c'est ça qu'il faut démonter. Les arguments les plus souvent évoqués, évidemment, c'est tout ce qui a trait à la dette, tout ce qui a trait à l'armée, est-ce qu'on pourrait se payer ça, est-ce que la péréquation, on n'en dépend pas. Et c'est tous des arguments qui sont absolument bien contrôlés par le fédéral, mais qu'il faut absolument combattre. La dette, par exemple, quand on dit que le Québec serait trop endetté s'il devenait un pays,
Mais quand on regarde les chiffres de plus près, le Québec ne serait pas plus endetté que la moyenne des pays de l'OCDE, qui est le regroupement des pays riches de la planète. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème et qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Il faut se préoccuper de nos finances publiques, mais le Québec, comme pays souverain, ne serait pas plus endetté que la moyenne des pays riches de la planète. Et que je sache, il n'y a aucun de ces pays-là qui veut devenir une province pour régler son problème de dette. Donc, ça n'a aucun sens de dire que ce serait un frein à la souveraineté. Quand on nous dit aussi qu'il faudrait assumer de façon responsable notre part de la dette fédérale, je veux bien, mais il faudrait qu'ils assument aussi responsablement qu'on a une part des actifs fédéraux hors Québec qu'on a payés avec nos impôts depuis le début des temps. Donc, il y a une négociation à y avoir là-dessus, une négociation à savoir actif-passif, comment ça se fait avec la bout de ligne. Et ce n'est pas simplement une dette supplémentaire qu'on pèlerait sur le Québec advenant l'accession à l'indépendance. Et de toute façon, ceux qui pensent que ce serait une nouvelle dette pour nous, la dette fédérale, c'est pas vrai. Les impôts que vous envoyez à Ottawa chaque année servent en partie à rembourser notre part de la dette fédérale. Donc, on paie déjà cette dette-là. Donc, ce ne serait pas une nouvelle dette qui s'abattrait sur nous comme un fléau. Ce serait simplement que maintenant, on garderait notre argent chez nous pour payer notre dette plutôt que de l'envoyer à Ottawa, qui paierait notre part de la dette. Le grand avantage étant que, gardant notre argent chez nous, on déciderait de ce qu'on fait avec. Parce qu'actuellement, quand on envoie 50 milliards par année à Ottawa, c'est Ottawa qui décide de ce qu'il en fait. Et actuellement, on voit assez clairement qu'il n'en fait pas ce que nous devrions en faire. Je suis convaincu qu'un Québec souverain serait beaucoup moins axé sur les bombes et les jets d'attaque. Quand il y a un chantier naval qui est bâti à Vancouver, un autre à Halifax, on en a payé une partie. Quand il y a des crédits d'impôt qui sont donnés pour le développement des sables bitumineux plutôt que les énergies vertes du Québec, on en paye une partie, etc., etc. Et sur le plan économique, c'est difficile de chiffrer ça exactement, mais la perte économique due à une perte de croissance et à une perte de développement de nos secteurs stratégiques est immense. Ça se chiffre en milliards et en milliards, et ça vaut beaucoup plus que la péréquation, croyez-moi. Et la péréquation elle-même, pour y revenir, c'est souvent un argument final pour un fédéraliste. Vous recevez un chèque de PS du fédéral sous forme de péréquation. On entend souvent ça, surtout dans les radios poubelles et les chroniqueurs de droite. Les chroniqueurs de droite. Donc, la fameuse péréquation, tout d'abord, elle a varié dans le temps. Vous savez qu'il y a des provinces qui en reçoivent, qui contribuent plus tard dans l'histoire de leurs finances publiques. Là. Et la péréquation, ce n'est pas non plus une panacée canadienne, ce n'est pas une invention de génie du Canada. La majorité des pays de l'OCDE ont des systèmes de péréquation, et celle du Canada se situe parmi les moins généreuses. Donc, il y a des pays où la péréquation ou la redistribution est 4 fois plus importante qu'au Canada. Donc, ce n'est pas un système de bien-être social que le Canada nous envoie, la péréquation. Et, si on veut simplifier la chose, actuellement au Canada, la péréquation, les provinces qui ont du pétrole contribuent, les provinces qui n'ont pas de pétrole en reçoivent. Essentiellement, c'est ça. Parce que la péréquation est basée non pas sur les programmes sociaux, mais sur la capacité fiscale des régions du Canada. Ce que ça veut dire, c'est que si demain matin, le Québec éliminait tous ses programmes sociaux ou doublait la générosité de ces programmes-là, le montant de la péréquation ne serait pas changé d'un sou parce que c'est basé sur la capacité fiscale et non sur les choix de programmes sociaux. Et au Québec, si on a plus de programmes sociaux que la plupart de nos voisins, c'est qu'on paie plus d'impôts et de taxes que la plupart de nos voisins. On a décidé de se doter d'un filet social plus généreux, certains diront plus efficace, d'autres diront plus présent, ça dépend de vos idéologies là-dessus. Mais chose certaine, on a plus parce qu'on paye plus. Autre argument fédéraliste qu'il faut absolument combattre, juste pour terminer sur la péréquation, j'oublie un argument très important. Si on enlevait tous les dédoublements de ministères qui nous coûtent des milliards, la péréquation paraîtrait bien vite très futile à la lumière des économies qu'on ferait. Donc si on devenait un pays et qu'on cessait de payer pour 2 ministères de tout ce qui existe, et payer pour 2 États, en fait, au lieu d'avoir un seul État normal, on verrait vite que les économies qui seraient engendrées et les investissements chez nous qu'on pourrait faire avec ces économies-là dépasseraient de loin la valeur de la péréquation, qui en quelque sorte est une compensation partielle pour le coût qui nous est imposé de faire partie du Canada. Parce que tant qu'on est dans le Canada, il y a des programmes fédéraux qui nous sont imposés, dans lesquels on participe automatiquement, même si on ne les veut pas, parce qu'on est dans la fédération pour l'instant. L'autre argument que je voulais aussi, que j'aime bien amener un peu partout, c'est quand on entend dire qu'on n'est pas assez riche ou pas assez puissant économiquement pour être un pays. Ça, franchement, c'est du bon humour. Le Québec est déjà une puissance économique sur le plan mondial. On est une puissance économique, on est très avancé, très développé sur le plan industriel et on est très diversifié aussi. On serait, si on faisait une décomposition des pays ou une liste des pays en ordre de richesse, disons, le Québec serait dans le premier décile qu'on appelle. Donc, il y a environ 200 pays au monde. Si on faisait 10 groupes de 20 pays, le Québec, dans à peu près toutes les mesures de richesse, se retrouverait dans le premier ou le deuxième décile. Donc, on est déjà une société très riche. On a tout ce qu'il faut, on a la solidité qu'il faut pour être un pays, sans aucun doute.
puisque, comme je vous le dis, on est plus riche que 90% des pays de la planète déjà, comme simple province qui ne contrôle même pas son développement à 100%. Donc imaginez ce qu'on pourrait faire si on contrôlait tous nos impôts et qu'on décidait nous-mêmes de nos secteurs stratégiques à développer avec cet argent-là. Il serait permis de rêver à bien des belles choses qu'on entend parler en ce moment comme étant futuristes, mais que, selon moi, on ferait déjà si on était souverain. Et je parle entre autres de la voiture électrique. Je suis convaincu que si on était souverain depuis 80 ou 95, on serait déjà des exportateurs de voitures électriques partout dans le monde, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Non seulement la matière grise, on a des esprits très créatifs et, avouons-le, on est intelligent. On a des esprits très créatifs au Québec, mais on a aussi les matières premières qui entrent à la fabrication des voitures. On a une expertise en électricité qui est assez unique. On a une structure industrielle avec Bombardier, par exemple, qui est le 3e avionneur au monde et le premier constructeur ferroviaire au monde. Donc, on a tout ce qu'il faut pour avoir une production de voitures, sauf qu'on n'a jamais investi là-dedans parce que c'est Ottawa qui contrôlait ça. Et je peux vous dire qu'Ottawa est beaucoup plus obnubilé par les sables bitumineux et l'auto conventionnel dans le sud de l'Ontario que par des énergies vertes qui peuvent aller dans une voiture électrique. Donc, tant qu'on est dans ce système-là, il faudra assumer les coûts qui, comme je vous le dis, sont très difficiles à chiffrer parce qu'on ne réalise pas ces investissements-là, finalement. Ils s'en vont ailleurs. Mais ça se chiffre facilement en milliards et ça vaut beaucoup plus que la péréquation, qui est cette espèce de compensation partielle pour le coût de la fédération imposée au Québec. Je reviens à l'argument que j'allais toucher aussi, qui est l'aspect richesse. Il y a quelqu'un qui est assez en vogue en ce moment au Québec. En fait, les médias le veulent en vogue, donc le poussent beaucoup. Peut-être même pas besoin de vous le nommer, je vais le nommer quand même. C'est mon ancien collègue François Legault, qui commence à peu près tous ses discours en disant qu'on est tellement pas bon, qu'on est tellement pas riche, qu'on sent presque mauvais, qu'on est tellement pas sympathique et qu'on est des pas bons. Et hier, d'ailleurs, il présentait son exécutif et la présidente de son exécutif a qualifié le Québec de médiocre encore. Donc, ce discours-là, que j'appelle le discours quand Christ, qui consiste à dire que tout est gris et que nous, on va être le sauveur qui allons changer tout ça, c'est un discours absolument pessimiste. Évidemment, ça n'aide en rien le mouvement souverainiste, parce que quand on convainc le peuple qu'ils ne sont pas bons, que le peuple n'est pas bon, les gens n'ont pas tendance à se dire « lançons-nous dans le projet de pays ». Donc, je pense que c'est à dessein qu'on fait ça dans le camp fédéraliste. Et M. Legault, malheureusement, est devenu fédéraliste. Quand on ne veut pas que le Québec soit un pays, c'est qu'on veut qu'il demeure une province et on est fédéraliste. Il faut se positionner, on ne peut pas être ni l'un ni l'autre. René Lévesque disait qu'on ne peut pas être à moitié enceinte, mais c'est à peu près ça. On l'est ou on ne l'est pas. Et donc, cet argument-là qu'on est moins riche de X% que nos voisins, c'est extrêmement pernicieux parce qu'on se base sur un chiffre qui existe. Si vous divisez la richesse totale aux États-Unis par la population totale, et que vous comparez ça à la richesse totale du Québec par la population totale, le chiffre américain est plus élevé. Est-ce que ça veut dire que les Américains sont plus riches que les Québécois? Absolument pas. Parce que quand on analyse ça un peu plus en finesse, et je veux bien comprendre que M. Legault est un comptable qui fait un ratio et qui se contente de ça, mais quand on fait une vraie analyse économique, on va un peu plus loin. C'est une petite tâche à M. Legault. Et donc, quand on réalise que la richesse aux États-Unis est essentiellement chez les ultra-riches, et c'est ça qui hausse la moyenne, on réalise vite que le peuple québécois est plus à l'aise et vit mieux que le peuple américain en moyenne. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous prenez le 1% des ultra-riches aux États-Unis, ils sont beaucoup plus riches que le 1% des ultra-riches au Québec et que le 1% des ultra-riches dans n'importe quel pays du monde. Mais si vous prenez l'autre 99% ou l'autre 95% de la population au Québec, bien, cette population vit mieux que 95% des Américains. Donc, quand on dit les Américains sont plus à l'aise que les Québécois, c'est totalement faux. Parce que la masse de Québécois, les gens comme vous et moi, sont plus à l'aise que la masse d'Américains. Sauf que les ultra-riches sont tellement ultra-riches de façon obscène qu'ils augmentent la moyenne. Et évidemment, quelqu'un qui peut faire une petite analyse simpliste va prendre le chiffre et vous dire qu'ils sont plus riches que nous. Mais juste pour vous illustrer à quel point ils sont tellement riches, ces gens-là, l'économie du Québec vaut environ 330 milliards de dollars. Ça prend 12 Américains les plus riches pour équivaloir à ça. 12 personnes aux États-Unis valent le Québec en entier. À l'autre extrême, par contre, parce qu'il y a le balancier, à l'autre extrême, l'an dernier, il y a 50 millions d'Américains, c'est 6 fois la population du Québec, on est bientôt 8 millions, 6 fois la population du Québec qui ont eu besoin de coupons alimentaires d'urgence aux États-Unis l'an dernier, dans le pays supposément très riche, selon M. Legault. Donc, il y a des ultra-riches qui le sont de façon obscène, et il y a 6 fois la population du Québec qui a besoin de coupons pour manger. Si c'est ça, son modèle de richesse, c'est l'idéal à atteindre pour le Québec, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être en désaccord avec lui. Donc, il faut faire des analyses plus poussées que simplement ils sont X% plus riches que nous. Le Québec est une société qui fonctionne relativement bien quand on la compare à ses voisins. C'est pas parce que les archimilliardaires ici sont moins riches que les archimilliardaires aux États-Unis qu'il faut tout changer le système.
Au Québec, on a aussi, chose qu'on entend très peu souvent, le plus bas taux de criminalité dans les Amériques. C'est dû justement à une meilleure répartition de cette richesse-là, et ça vaut de l'or pour le climat social et la paix sociale. Donc, il n'y a aucun argument qui nous dit qu'on est trop pauvre pour être un pays. Au contraire, on atteint un niveau de développement fantastique comme simple province qui contrôle la moitié de ses outils. Imaginez ce qu'on ferait si on était maître chez nous dans toutes nos décisions de développement. M. Legault aussi un autre message, parce que là on parle de souveraineté aujourd'hui, et je pense que son retour en politique de façon non souverainiste fait très très mal à la cause. Parce qu'il y a des indécis qui regardent ça et qui se disent ben, si lui a changé d'idée, c'est peut-être que ça ne vaut pas la peine. M. Legault lui-même qui avait écrit un document en 2004 qui s'appelait « Le courage de changer », dans lequel il écrivait noir sur blanc qu'on ne pourrait jamais régler nos problèmes en éducation, qu'on ne pourrait jamais régler nos problèmes en santé tant qu'on était une simple province. Et là, qui revient en disant « Réglons nos problèmes avant de devenir un pays ». Il s'est passé quelque chose, une anti-épiphanie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a comme perdu un bout de son argumentaire quelque part en route. Il avait même écrit en 2005 aussi les finances de Québec souverain, qui démontrait qu'on dégageait des milliards de surplus en tant que pays plutôt que province sur le plan fiscal. Donc, évidemment, sondage aidant, M. Legault a cru bon changer son message. Mais moi, quand je me suis lancé en politique, je n'ai pas regardé les sondages avant pour savoir ce que je devais dire. J'ai dit ce que je pensais. Je suis arrivé avec des convictions et des idées. Et j'ai continué à les dire. Même en me retirant du caucus du Parti québécois, j'ai continué à dire exactement la même chose. En fait, c'est ce qui m'a mené à quitter le Parti québécois, le fait que voir que les leaders du mouvement souverainiste, qui était la direction du Parti québécois, disaient aux gens la souveraineté est urgente et nécessaire, mais on la fera au moment opportun. Quelque chose qui est urgent et nécessaire, c'est opportun de le faire maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut faire la souveraineté. Il faut avoir le courage de se présenter devant l'électorat et de dire si vous votez pour nous, voici pourquoi on fait la souveraineté, parce que les avantages sont nombreux, ils sont ceux-ci, économiquement, culturellement, linguistiquement, etc. Les avantages sont faciles à démontrer. Il faut avoir le courage de se présenter devant l'électorat en disant si vous nous élisez, on va faire la souveraineté. Et non, élisez-nous, puis on verra dans quel sens le vent souffle par la suite. Du côté fédéraliste, ça ferait rire, ça. Si Jean Charest, à la prochaine élection, s'il est toujours là, s'il se présente en disant « Votez pour moi, et si c'est opportun, je serai fédéraliste au lendemain de l'élection », ça ferait rire bien les analystes, et avec raison. Donc, les souverainistes doivent avoir un message aussi clair. Quand Charest se présente, on sait qu'il veut qu'on reste une province. Quand les souverainistes se présentent, on devrait savoir clairement qu'ils veulent qu'on devienne un pays, ça finit là. Il ne peut pas y avoir un entre-deux. Et je pense que tant que le message va être aussi confus dans le camp souverainiste, surtout provenant de son principal véhicule, ça va être un grand obstacle à ce que les gens se sentent enthousiastes et inspirés par ce message-là que la souveraineté est urgente, mais qu'on va la faire au moment opportun, ça ne marche pas. La souveraineté est urgente et il faut la faire maintenant. Et un leader souverainiste qui se dit qu'il va ratisser plus large en n'en parlant pas trop pour aller chercher des fédéralistes déçus, c'est pas un leader souverainiste pour moi. Un vrai leader va en parler mieux et plus souvent pour aller chercher ceux qui ne sont pas convaincus et rentrer au pouvoir en parlant de souveraineté. Pas rentrer au pouvoir en n'en parlant pas trop et ensuite peut-être la ramener. Si on a confiance en nos arguments, on en parle, on convainc les gens et on est élu sur la base de la souveraineté qu'il faut faire. M. Parizeau le fait en 1994, c'était clair qu'il y avait un référendum, mais il a été élu. Il y avait une clarté dans ce message-là. Il y avait peut-être un contexte aussi qui était l'après-Meach, mais l'après-Meach, on y est toujours dans l'après-Meach. Il n'y a rien qui a changé depuis Meach. On est encore dans le même contexte. Les mêmes choses qui ont frustré le Québec à l'époque devraient frustrer le Québec aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Et en fait, la lutte souverainiste est intemporelle. Les arguments pour être un pays qui décide de son destin sont les mêmes à travers l'histoire. C'est les contextes qui changent, mais la raison fondamentale qu'on ne sera jamais développer à notre plein potentiel que si on décide par nous-mêmes, ça demeure. Ça ne change pas dans l'histoire. Donc, il faut absolument que le mouvement souverainiste se remette sur les tracks, en bon français, sur les rails, et dise clairement à la population pourquoi il faut qu'on devienne un pays au plus vite, dans le cadre de la mondialisation qui fait que la souveraineté est encore plus urgente, parce que toutes les décisions se prennent à des tables internationales auxquelles on ne participe pas comme simple province. Dans le domaine de l'environnement et de la protection de l'environnement, le Québec, non seulement serait un des pays responsables dans cette matière-là, mais si je reviens à l'aspect économique, on ferait de l'argent avec ça. Parce que dans les bourses du carbone qui s'en viennent, le Québec, comme pays propre, pourrait faire des milliards en crédit de carbone, alors que comme simple province d'un pays pollueur qu'est le Canada, on va payer notre quote-part de la pollution canadienne plutôt que de faire de l'argent avec notre propreté. C'est un non-sens total. Donc ceux qui sont environnementalistes devraient être souverainistes pour le bien fondé de la cause, je dirais, morale de la protection de l'environnement, mais aussi pour le plan économique. Sur le plan économique, on a tout à gagner à être un pays sur le plan environnemental. Qu'on analyse quelques secteurs d'activité que ce soit, pardon, on se rend compte que le Québec pays a tout à gagner par rapport au Québec province.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, le seul argument qu'on ne peut pas combattre, c'est quelqu'un qui est sentimentalement attaché au Canada et qui ne veut pas quitter le Canada. Tous les autres arguments sont basés sur du bancal et du faux au départ, et il faut les combattre. Et c'est comme ça qu'on va convaincre la population, je pense, parce que, comme je vous disais, l'aspect culturel et linguistique est un peu plus clair pour les gens en général. Que c'est vrai qu'on va mieux se défendre soi-même si on contrôle toutes nos lois linguistiques, si on contrôle toutes nos lois culturelles, etc. Et sur le plan économique, il faut convaincre les gens un peu plus pragmatiques qu'on a tout à gagner et rien à perdre à devenir un pays. Et sur le plan de... Encore, je reviens à M. Legault parce qu'il est en vogue, puis je pense que ça va être le principal adversaire à la prochaine campagne électorale, et son message va être le principal message répandu par les médias un peu complaisant à l'occasion. Son message qu'il faut régler des problèmes avant de parler de souveraineté, c'est absolument insensé. Et j'ai composé une petite fable là-dessus. Mais je faisais la comparaison avec un caillou dans le soulier. C'est une histoire très simple, mais qui illustre absolument, je trouve très bien, l'état du débat là-dessus. C'est comme si on avait un caillou dans le soulier qui nous faisait un peu saigner à chaque fois qu'on marche, mais que certains se disaient, comme le Parti libéral, il n'y en a pas de caillou. Tout va bien, on continue, il n'y en a pas de caillou. M. Legault vient en disant, essayons de marcher correctement avec le caillou, puis on verra ensuite si on peut l'enlever. Et les souverainistes, ceux qui sont convaincus, disent, enlevons donc le caillou et marchons droit comme tout le monde. Et je pense que c'est aussi simple que ça, le débat actuellement. Il y a un problème au Québec, on est ralenti dans notre développement par un Canada qui n'est pas dans les mêmes axes de développement que nous. Il ne faut jamais prétendre qu'ils sont moins bons que nous, qu'on est meilleurs que les autres. C'est simplement qu'on est différents. Ils devraient décider de ce qu'ils font avec leur argent chez eux. On devrait faire de même chez nous. Donc, ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. C'est une simple question de bon voisinage et de décider nous-mêmes de ce qu'on veut devenir avec nos ressources et nos objectifs. Donc, l'histoire du caillou reflète très bien ça. Il y a un problème, il faut régler le problème pour ensuite se développer. Et non se développer avec la béquille du problème à côté et ensuite voir si on enlève la béquille. C'est un non-sens total. Et on peut faire plein de choses en même temps qu'on enlève ce caillou-là. Donc, ceux qui disent qu'il faut régler les problèmes de santé avant de parler de souveraineté, on peut faire les deux en même temps. Ceux qui disent qu'il faut améliorer le système d'éducation et combattre le décrochage, on peut faire ça en parlant de souveraineté aussi. Il n'y a rien de mutuellement exclusif là-dedans. Et chose certaine, le jour où on aura tous nos moyens chez nous, tous nos moyens monétaires et culturels, etc., on pourra d'autant mieux régler nos problèmes qu'on peut actuellement le faire. Donc, c'est certain qu'un Québec souverain ne va pas devenir magiquement parfait du jour au lendemain, mais dans tous les domaines d'activité, on va au moins aussi bien régler nos problèmes parce qu'on va avoir plus de moyens. Et dans bien des domaines d'activité, on va beaucoup mieux régler nos problèmes. Donc, ceux qui font un peu d'économie, c'est Pareto optimal. C'est mieux dans certains secteurs et ça ne nuit pas dans d'autres, donc il faut le faire. Donc, la souveraineté, il faut continuer à en parler. Et comme je vous disais, les événements récents dans le monde souverainiste, nos démissions incluses, ont peut-être causé des remous et certaines crises, mais un des aspects positifs de ça, c'est qu'on n'a jamais tant vu la souveraineté revenir à l'avant-plan. Et il faut en profiter pour parler des avantages de la souveraineté parce qu'il reste des gens à convaincre. En 1995, c'était à peu près 50-50. Les événements nous ont montré en fait que c'était un peu plus que 50% pour le oui et qu'il y a eu de la triche. Mais c'est fait, c'est fait. On est des démocrates exemplaires. Franchement, un pays qui rate de si peu sa souveraineté, il n'y a pas une tape d'en face qui s'est donnée. C'est tout un exemple de démocratie dans le monde. Ça, c'est très sérieux ce que je dis. C'est un exemple de démocratie fantastique qu'on a donné à la planète en 1995. Et je suis sûr qu'on va être aussi démocrate quand on va le faire pour de bon la troisième fois. Il faut. C'est la seule façon. Il y a trois façons de faire la souveraineté. Il y a un référendum, une élection référendaire ou un vote du Parlement ou la guerre. La guerre est exclue d'office. Une élection référendaire qu'on m'a souvent accolée comme vœu, comme choix, manque un peu de démocratie. Et là, je m'explique là-dessus. Personnellement, je trouve que ce serait légitime. Parce qu'on est entré dans le Canada par un simple vote du Parlement. Il n'y avait même pas eu de campagne électorale, il n'y avait pas eu de référendum. Un simple vote du Parlement nous a fait entrer dans le Canada. Donc, personnellement, je trouve que ce serait légitime qu'on en sorte de la même façon. Mais c'est pas parce qu'on nous a fait, excusez-moi le terme, une couille démocratique pour nous faire entrer dans le Canada qu'il faut qu'on joue aussi bas et qu'on soit aussi antidémocratique pour en sortir et acquérir notre liberté. Je pense qu'on est capable de convaincre les Québécois de voter massivement pour le projet de pays. Donc, il faut le faire, nous, de façon démocratique et de façon beaucoup plus noble que ceux qui nous ont imposé notre entrée dans le Canada. Sinon, ça ne change jamais. Si on joue aussi bassement que ceux qui sont en face et qui jouent bassement, on en a d'une souris dans une petite roue qui tourne. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Vous le savez comme moi, la population va de moins en moins voter parce qu'elle est un peu blasée de ce qu'elle voit partout en politique. Je dois dire que les exemples des dernières années n'ont pas été éloquents. Ça n'a
Ça n'a pas été époustouflant comme scène politique au Québec et au Canada, et dans le monde, en fait. On a les mêmes problèmes. C'est très occidental et très mondial, je dirais, comme problème démocratique. Mais chose certaine, si on veut changer cette politique sale qu'on trouve sale, il va falloir qu'on accepte de prendre quelques coups sans jouer sale nous-mêmes. Et les premiers qui veulent changer quelque chose sont toujours ceux qui en souffrent le plus, parce qu'ils sont non seulement victimes de la nouveauté et du fait que les gens ne connaissent pas les nouvelles méthodes, mais sont en plus victimes de certains collègues qui voudraient jouer aussi sale que ceux d'en face pour être à armes égales. Donc c'est très difficile de changer un système qui roule un peu salement depuis des décennies, mais il va falloir qu'ils se tiennent debout et qu'ils décident d'y aller coûte que coûte, de rester droit, et quitte à perdre une élection parce qu'ils ont joué propre, c'est la seule façon de faire, et la population, en bout de ligne, j'en suis très confiant, va conclure qu'il y en a une gang qui joue propre, une gang qui joue sale. Ils sauront bien se débarrasser de la bonne gang. Donc, j'aimerais bien prendre des questions. J'espère qu'il y a des fédéralistes dans la salle qui sont venus ici pour se faire convertir. Oui. J'ai une question, moi, par rapport justement, on a beaucoup de pistes pour convaincre justement des fédéralistes, parce qu'on peut, à l'évidence, on ne peut pas faire la souveraineté sans l'apport des